France Info. Bonsoir, une grève qui s'installe à la SNCF et un président qui va prendre la parole. On en parle dans Tout est politique sur France Info, comme d'habitude, jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Avec nous également Benoît Simion. Bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de Gironde. Vous êtes ancien cheminot, rapporteur du budget infrastructure et services de transport. Invité à nos côtés également ce soir, Fabien Villedieu. Bonsoir. Vous êtes l'homme de la situation ce soir. Vous êtes délégué syndical Sudrail. Bienvenue à vous. Et avec nous également Édouard Le Cerf. Bonsoir Édouard. Bonsoir. Directeur général adjoint du groupe BVA. Comme d'habitude, vos réactions sur Twitter, #TEP. Et 2 pour le prix d'une. Emmanuel Macron va donc s'exprimer à 2 reprises sur TF1 jeudi midi et sur BFM TV et Mediapart dimanche soir sur fond de conflit à la SNCF au moment où le soutien à la grève baisse. C'est du moins ce qu'indique ce sondage IFOP JDD. 62% des Français souhaiteraient que le gouvernement aille au bout de la réforme telle qu'elle est annoncée. Nous y reviendrons. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, invité du 13h de France Inter, jure que ce plan média présidentiel n'aurait aucun lien avec les conflits sociaux du moment. Nous sommes bientôt au premier anniversaire de l'élection présidentielle. Il n'est pas anormal que le président de la République souhaite s'exprimer et qu'il le fasse, mais ça n'est pas allié directement à la situation sociale. Mais vous savez, il ne faut pas chercher un sens caché. Il souhaite pouvoir s'adresser au plus grand nombre de personnes et donc on choisit des formats différents, des horaires différents. C'est simplement pour pouvoir parler au plus grand nombre de Français. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il faut arrêter de voir des stratégies ou des tactiques partout. C'est simplement que le président de la République souhaite s'exprimer et le plus largement possible toucher nos concitoyens. Clémentine Autain, vous y croyez, vous, à ces interviews inopinées ? Je pense qu'il y a un gouvernement un peu fébrile. Et a raison, parce qu'il y a non seulement la grève des cheminots, et elle est particulièrement suivie, elle est forte, sur un enjeu important, qui est au fond un choix de société, mais dans le même temps, il se passe d'autres choses. Vous avez vu les étudiants, et je tiens vraiment à dire ce soir que je suis très, très, très en colère par la façon dont le gouvernement a procédé à Nanterre aujourd'hui, après d'autres. On a vu la situation à Montpellier il n'y a pas si longtemps. Et quand un gouvernement se met finalement à opter pour une résolution militaire, avec des CRS, avec les forces de l'ordre qui répriment et qui font preuve d'autorité face à la jeunesse, en général, c'est qu'il y a quelque chose de très mauvais qui risque de se passer par la suite. Et je ne parle pas là de Notre-Dame-des-Landes, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que les foyers de contestation sont importants, y compris dans le privé. Vous savez que la grève qui a eu lieu à Carrefour, d'autres qui existent avec d'autres foyers, moi je sens dans le pays, en ce 50e anniversaire de mai 68, comme une sorte de colère de moins en moins sourde et qui effectivement s'en prend aux racines de l'orientation politique de ce gouvernement. Donc après Emmanuel Macron, qui essaye de colmater les brèches par quelques interventions médiatiques, c'est bien le signe de sa fébrilité. Oui. Benoît Simion, qu'est-ce que vous répondez à ce qu'avance Clémentine Autain ? Alors cette circonstance finalement, ces 2 interviews. Avant toute chose, moi je note que Emmanuel Macron souhaite s'adresser aux Français comme il l'a toujours fait avec pédagogie. Il a choisi 2 options, une donc jeudi midi et une dimanche soir. Il a choisi des présentateurs, des commentateurs politiques extrêmement plutôt redoutables, donc il ne se dérobe pas. On peut pas toujours avoir Laurent Delahousse sur France 2 qui assume totalement les réformes chaussures du président de la République qu'il porte depuis le début de ce quinquennat. Il a tout mis sur la table lors de la campagne électorale. Et lorsqu'on conduit des transformations comme on les conduit en ce moment, oui, il faut le faire avec pédagogie, expliquer ce que nous faisons en donnant le cap. Et c'est tout ce qu'il va faire lors de ces interventions. Ça vient maintenant parce qu'il y a des conflits sociaux sur le terrain, non ?
Écoutez, moi j'entends le porte-parole du gouvernement. En effet, ça va faire une année donc Emmanuel Macron est à la tête du pays. Nous conduisons des changements majeurs, des réformes majeures pour notre pays, pour remettre le système ferroviaire sur de bons rails. Vous parliez de l'université. L'université aussi, c'était un échec. La réforme précédente, c'était le tirage au sort. Là, il y a eu quand même un nouveau modèle qui est proposé avec des moyens. C'est plus de 10 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour l'université. Donc, il ne faut pas tomber dans la récupération politique ou dans la politique politicienne. Allez, on fait le tour toujours. Édouard Le Cerf, cette double interview ciblée quand même. Hein, très ciblée, oui, très ciblée. Il cherche effectivement, comme vous l'avez dit, à aller sur certaines cibles particulières, celles sur lesquelles il a vu des décrochements dans l'opinion, de manière assez claire. Et pas uniquement sur les codes de popularité, pas uniquement, mais aussi sur la manière dont est comprise son action. On l'a vu dans la dernière enquête BVA, on a mesuré de manière assez précise la manière dont les Français se positionnaient entre je soutiens, je m'oppose ou je suis entre deux. Parce que vous pouvez être entre deux, vous pouvez attendre. Et la part de ceux qui étaient entre deux, qui se disaient prêts à attendre, a diminué de 10 points entre nos deux dernières enquêtes. Et plus particulièrement auprès de certaines cibles, plus particulièrement dans le monde rural, plus particulièrement chez les personnes âgées, plus particulièrement chez les personnes en situation économique un peu compliquée. Et donc, c'est à ces personnes-là qu'ils souhaitent, sans doute, s'expliquer. Mais que les choses soient claires, c'est quand même pas un problème de communication. Quand vous avez un gouvernement qui, très concrètement, donne des milliards aux plus fortunés, par le biais de la réforme de l'ISF, par l'augmentation du fameux CICE pour les grandes entreprises, par le biais de la taxe flat, des milliards ont été donnés. Et dans le même temps, les poches sont faites aux retraités, à ceux qui touchent les APL. Et donc, il y a nous parler de l'augmentation du minimum vieillesse, de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, de la suppression de la taxe d'habitation. Je veux vous parler du total. Je veux vous parler du total, monsieur. Ouais. Du total. Et le total, la balance est négative pour les plus défavorisés dans notre pays. Vous menez une politique au service des plus riches. Ah oui. Voilà la réalité. Et voilà pourquoi les courbes Je crois qu'il ne faut pas agiter les peurs. Le président de la République ne se dérobe pas. Il expliquera toutes ces réformes avec le souci de la proximité de la pédagogie. Quand il choisit le Trésor de Jean-Pierre Pernaut jeudi, c'est pour s'adresser à une frange de la population. Idem pour dimanche soir, quand il choisit BFM Télé. Alors, il est 21h10 sur France Info. Moi, je voudrais entendre ce que Fabien Villedieu pense de cette intervention présidentielle. Vous allez avoir la parole dans un instant parce qu'on va rentrer dans le fond de la réforme de la SNCF. Mais pour l'heure, le retour de l'info avec vous, Diane Ferchit. Plusieurs rassemblements ce soir en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. 1200 personnes à Nantes, 300 à Rennes. L'évacuation de la ZAD a débuté aujourd'hui. 13 squats ont été démantelés, 10 personnes expulsées. Une opération qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Elle doit se poursuivre dans les prochains jours. Après la découverte de 5 cocktails Molotov à la faculté de Tolbiac à Paris, une enquête a été ouverte. L'accès aux cités bloqué depuis 3 semaines par des opposants à la réforme de l'université. Et à Nanterre, des CRS sont intervenus lors d'une assemblée générale des étudiants. 7 personnes ont été interpellé pour rébellion. Une nouvelle fois, le CHU de Reims se prononce en faveur de l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. Il est dans un état végétatif depuis 2008, depuis un accident de voiture. Les médecins ont conclu à une obstination déraisonnable envers le patient tétraplégique. Les parents de Vincent Lambert vont déposer un recours. Le trafic SNCF est toujours perturbé. Ce soir, 4e jour de mobilisation des cheminots. 25% d'entre eux ont fait grève aujourd'hui. Demain, le trafic devrait être normal pour les TGV. Il faudra compter sur 4 Transiliens et TER sur 5, ainsi que 3 intercités sur 5. Et chez Air France, nouvelle journée de mobilisation demain. La compagnie aérienne prévoit d'assurer 75% de ses vols. C'est la 6e journée d'action à l'appel de l'intersyndicale. Elle réclame une augmentation générale de 6% pour tous les personnels. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Fabien Villedieu, qu'attendez-vous de cette double intervention présidentielle ? Écoutez, nous, on n'entend pas grand-chose. Voilà, le président, il s'exprime, à la limite, c'est tant mieux. Mais je voulais vraiment réagir. Je trouve que le gouvernement a quand même une façon bien à lui de fêter mai 68, envoyer des CRS dans les facultés, envoyer l'armée pour évacuer la ZAD. Je sais pas quelle façon il a de fêter mai 68, mais je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de références. Ça nous fait penser à un certain nombre de choses qui s'étaient passées d'ailleurs à l'époque. Je trouve que pour quelqu'un, pour un président et pour un gouvernement qui parle beaucoup de dialogue, de négociation, on dialogue à coups de gaz lacrymo à Nanterre et à Lille.
on négocie à coups de chars. J'ai cru comprendre qu'on a envoyé des chars dans la ZAD. Donc, il y a un moment donné, on envoie l'armée, on envoie la gendarmerie. Il y a un moment donné, voilà, il y a la communication et la réalité. Et la réalité, elle est un peu dure, là. Allez, on va parler de la grève à la SNCF. Ça ne va pas s'arrêter, comme l'a annoncé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot, qui était l'invité de l'instant en politique sur France Info. De notre point de vue, il y a eu plus de cheminots dans les assemblées générales cette deuxième journée du deuxième cycle que la deuxième journée du premier. Donc on est plutôt sur une stabilisation de la mobilisation. Ensuite, les débats avec les collègues grévistes sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui change dans le projet gouvernemental ? Rien. Donc nous poursuivons notre action. Comme la ministre renvoie maintenant la discussion à l'échéance sénatoriale qui aura lieu fin mai, on est vraiment sur un gouvernement qui ne veut pas bouger et donc des cheminots qui veulent s'installer dans la durée pour faire face. Benoît Simian de La République En Marche, on est dans une zone de blocage absolue concernant la SNCF ? Écoutez, la ministre conduit des concertations depuis maintenant près d'un mois, donc avec les organisations syndicales. Ce texte ne tombe pas là comme ça. Il y a eu les assises de la mobilité qui ont été conduites à l'automne, des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, le rapport Duron qui a alimenté aussi les réflexions. Moi, je me réjouis que la ministre ait annoncé qu'elle ne suivrait pas les préconisations du rapport Duron sur les petites lignes. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et puis, cette réforme, il faut surtout expliquer pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence. Il y a une transposition en droit national de cette ouverture à la concurrence qui doit être menée avant le mois de décembre 2018. Et dans le même temps, nous avons un modèle économique à la SNCF qui ne tourne plus, qui est générateur de 3 milliards de dettes tous les ans. Aujourd'hui, c'est 47 milliards. Si on ne fait rien en 2023, ça sera plus de 60 milliards. Donc il y a urgence à remettre un modèle économique vertueux pour la SNCF. En réalité, c'est un plan de sauvetage qui est proposé aujourd'hui par ce gouvernement parce que rien n'a été fait depuis 30 ans. Et on a un réseau ferroviaire aujourd'hui qui est en état de ruine. Et ça, c'est pas la faute des cheminots. Moi, je dis aux cheminots, cette réforme, elle est pour eux et pour les usagers. Alors, vous évoquez le poids de la dette, Benoît Simian. Fabien Villedieu, vous avez un argument, vous, que vous voulez développer ce soir concernant les achats de rames de train. C'est ce que vous évoquiez en micro. Il y a un moment donné, on nous explique que la SNCF, elle est quasiment en faillite. Voilà. Donc, il faut faire un plan de restructuration. Et un mois après, on a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui annonce un plan d'achat de 100 rames TGV nouvelle génération pour 2,5 milliards d'euros, ce qui va de fait alimenter la dette du ferroviaire. Donc, à un moment donné, ces injonctions contradictoires, et ça, c'est à l'image de ce qui s'est passé avec la SNCF. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui nous disent « Ah, la dette de la SNCF, c'est pas bien, c'est pas correct ». Mais les mêmes politiques, à commencer par Bruno Le Maire, ils vont vous demander la construction de lignes à grande vitesse, ça c'est pour Alain Juppé, et la version Bruno Le Maire, c'est l'achat de 2,5 milliards d'euros de rames TGV dont on n'en a pas besoin. Et vous savez à quoi ça va servir ? Ça va servir à libérer des rames TGV de la SNCF qu'elle va passer dans une filiale pour les louer à qui ? Aux concurrents de la SNCF. Voilà la contradiction, voilà la schizophrénie auquel on va tomber. Vous répondez à cet argument, Benoît Simian, c'est vrai, c'est faux ? L'État, en réalité, veut investir massivement sur le ferroviaire comme ça n'a jamais été fait. 10 millions par jour pendant 10 ans. Ça, c'est la réalité. Donc, nous souhaitons mettre les moyens sur la table pour remettre le service public ferroviaire sur les rails. Mais en même temps, pour cela, il faut une gestion de l'entreprise assainie, rationalisée, pour qu'on puisse investir ensemble pour les usagers, pour que ça tourne. La réalité, c'est quoi pour les usagers ? C'est qu'aujourd'hui, on a un système ferroviaire à bout de souffle. Moi, je suis député de la Gironde, Bordeaux-Soulac-sur-Mer, toutes les semaines, c'est des suppressions, des retards, non pas parce que les cheminots ne font pas leur travail, parce que on a un réseau à bout de souffle et il est urgent de remettre un modèle vertueux. Moi, on ne peut pas continuer comme ça avec 3 milliards par an. Vous savez, moi, je suis rapporteur du budget infrastructure et services de transport et aujourd'hui, vous voyez bien,
le modèle il tourne plus. Donc il y a une urgence à remettre tout ça sur les bons rails. Clémentine Autain. Deux remarques. La première d'abord, c'est qu'en effet, c'est Bruxelles qui impose cette ouverture à la concurrence. Or, il s'agit d'une partie de traité qui a été rejetée en France par le biais d'un vote massif non au traité constitutionnel européen en 2005. Vous êtes clairement contre l'ouverture à la concurrence. Oui, je suis totalement contre l'ouverture à la concurrence et je note que les Français n'ont pas validé cette proposition et que d'ailleurs Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, n'a pas dit « je vais ouvrir à la concurrence le système ferroviaire français ». Premier point. Deuxième chose, vous dites il faut sauver le système français. Mais aujourd'hui, à l'échelle européenne, le système qu'il va falloir sauver, c'est plutôt le britannique. Et le système britannique, bien sûr que oui. Vous savez que les 2/3 des Britanniques souhaitent une renationalisation. C'est le plus sûr au monde aujourd'hui. Il faut arrêter d'agiter les peurs. N'importe quoi. C'est un système n'importe quoi, monsieur. Laissez-moi juste terminer. Laissez-moi juste terminer. 2/3 des Britanniques souhaitent une renationalisation parce qu'il y a des problèmes de retard, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, parce que ça n'a pas fonctionné, cette libéralisation du rail. En Suisse, vous voyez, je prends un modèle peut-être atypique par rapport à nos références classiques, mais en Suisse, il se trouve que le système ferroviaire est 100% public. Et que c'est l'un des endroits où les habitants prennent le plus... Le système sera 100% public. Non. Vous le savez bien. Attendez, expliquez-moi. Oui, je vais vous expliquer ce que signifie. Le Premier ministre a fait des annonces. Bien sûr. Société anonyme à titre incessible. 100% de capitaux publics. Bien sûr. Bien sûr. Alors oui, pourquoi mais s'il y a ouverture à la concurrence, il y aura bien des entreprises. Là, vous avez raison, c'est qu'il y aura des entreprises qui ne seront pas des entreprises privées. Ça sera des entreprises publiques qui vont faire la concurrence à d'autres entreprises publiques. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Vu que les entreprises privées, Transdev, je sais qu'on en a déjà débattu, c'est la Caisse des dépôts et de consignation. Oui. Donc, c'est l'État. Donc, vu que les entreprises privées n'arrivent pas à se faire la concurrence, parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent à se faire sur le ferroviaire. C'est ça qu'il faut comprendre. 90% des trains de la SNCF sont subventionnés. Et vous voulez ouvrir à la concurrence un marché qui ne rapporte pas d'argent, qui est subventionné, ça ne donnera rien de bon. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va demander pour des raisons idéologiques à ce que des entreprises publiques fassent de la concurrence à d'autres entreprises publiques. Quelle entreprise fût-elle de service public peut continuer à fonctionner avec 3 milliards de dettes par an? Édouard Le Cerf, juste une parenthèse. Que dit l'opinion sur l'ouverture à la concurrence? On a des données là-dessus? Oui, elle est relativement massivement pour. Ça, c'est vrai, je dois vous le dire. Peut-être qu'elle se pose des questions sur quel est le but. En même temps, vu la nature du débat public, pour être contre aujourd'hui, quand on écoute la radio, la télévision, il faut être quand même sacrément motivé et écouter. Oui, non, je ne parle pas de cette émission. Mais l'opinion ne se forge pas uniquement en écoutant la radio et la télévision et en lisant les journaux. Il y a d'autres éléments qui lui permettent d'avoir un avis structuré et informé. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'état des forces, c'est plutôt assez largement pour une ouverture à la concurrence. C'est ce que dit l'opinion, c'est ce que disent les sondages. Maintenant, vous avez le droit de... Moi, je voudrais revenir sur la dette. C'est non négociable, l'ouverture à la concurrence. Vous parlez de l'ouverture à la concurrence. Ça fait partie des points non négociables. Aujourd'hui, ça a été acté par la politique européenne dans le cadre du 4e paquet ferroviaire que l'on doit transposer avant la fin de l'année. Ça, c'est non négociable. Vous parlez souvent du statut. Le statut aussi, c'est non négociable. Mais parce que vous il s'agit d'arrêter les embauches au statut. Il ne s'agit pas de toucher au droit acquis comme vous agitez partout les peurs. Et enfin, vous avez enfin un gouvernement dans ce pays qui dit on va reprendre la dette dans les 5 ans. Ça, c'est inédit. Et ça veut bien dire qu'on veut investir sur le modèle ferroviaire français. On pourrait à l'inverse faire comme vous le dites, ne rien faire et laisser l'entreprise SNCF à laquelle on est tous attachés s'effondrer. On va poursuivre. Moi, je ne propose pas du tout de ne rien faire sur le ferroviaire. Je dis juste que l'argument de la dette, est un faux argument et que si vous pensez régler économiquement le système ferroviaire par une ouverture à la concurrence, la seule solution, ça sera d'imaginer qu'on va sur les salaires, parce que c'est le seul point de marge, diminuer vers le bas. Donc ne nous racontez pas que vous allez attendez. On va marquer une pause. On va marquer une pause. On va marquer une pause à 21h21 minutes. Il y a beaucoup de lignes qui vont être, qui vont devoir. Vous allez poursuivre. Non. Vous allez poursuivre dans un instant. C'est comme ça, c'est France Info. Il y a le rappel de l'info. C'est rapide, je vous assure. On revient sur la SNCF dans un instant. Mais tout de suite, la parole à Diane Ferschit. Première journée d'expulsion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 13 squats ont été démantelés sur les 97 de la zone. Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux zadistes. 7 personnes ont été interpellées. L'une d'entre elles a été déférée au parquet. Et plus d'1 millier de personnes sont réunies ce soir devant la préfecture de Nantes en soutien aux zadistes. C'est le cas également à Rennes, à Paris ou encore à Lyon. Dans les gares, le trafic reviendra progressivement à la normale. Demain matin, tous les TGV circuleront selon les prévisions de la SNCF. 4 Transiliens et TER sur 5 ainsi que 3 intercités sur
sur 5. Un quart des cheminots étaient en grève ce lundi pour cette 4e journée de mobilisation. Le bras de fer avec le gouvernement se poursuit alors que le texte de la réforme est examiné à l'Assemblée nationale. Les suites de l'enquête sur l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, c'était en juin 2016. 6 personnes sont en garde à vue, parmi elles une policière et sa fille qui est soupçonnée de radicalisation. L'auteur du double homicide s'était revendiqué du groupe État islamique. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence ce soir pour aborder le dossier syrien. Donald Trump promet des décisions majeures. Damas est suspecté d'avoir mené une attaque chimique dans la ville rebelle de Douma. Des dizaines de personnes ont été tuées. Londres et Paris réclament également une réponse internationale forte. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Pour essayer de comprendre les choses sur le fond, Fabien Villedieu, qu'est-ce que l'on doit changer selon vous chez Sudrail? Qu'est-ce que l'on doit changer aujourd'hui à la SNCF si on vous confiait les clés de la réforme? Tiens. Écoutez, déjà, est-ce qu'on ne change rien? Il faudrait. Nous, on n'est pas contre le changement, hein. On est juste pour un changement qui va dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas de la loi ferroviaire. Déjà, il faudrait reprendre la dette qu'a fait l'Allemagne. Elle a repris la dette. Aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre qui est mis sur la table. L'Allemagne a repris 35 milliards de dettes au système ferroviaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les systèmes ferroviaires dans le monde sont tous endettés. Parce que ça coûte cher, le rail, et ça coûte particulièrement cher en France. Mais ça fait aussi de l'aménagement du territoire, ça fait aussi des trains très performants. Je crois que vous êtes député de Bordeaux, donc vous devez prendre régulièrement le TGV. On est tous contents, excusez-moi, de Gironde, voilà. On est tous contents d'aller à Bordeaux en 2 heures. Et ça, c'est une possibilité qu'il y a quasiment dans aucun pays d'Europe, parce que par exemple les pays qui sont ouverts à la concurrence, vous avez raison, qu'en Angleterre ils se sont améliorés sur la question de la sûreté. Par contre, en termes de trains à grande vitesse, là où la France a 2800 km de lignes à grande vitesse, l'Angleterre en a 100 km. Et l'Allemagne, le fameux modèle, plus de grande vitesse. Mais c'est très bien la grande vitesse. C'est très bien la grande vitesse. Aujourd'hui, on fait un procès sur le TGV. C'est une fierté nationale, les lignes à grande vitesse. Bien sûr, moi je défends Bordeaux-Toulouse. Le problème, c'est pas qu'on puisse aller à Marseille en 3 heures. C'est évidemment pas ça un problème. C'est plutôt c'est plutôt un progrès. Et d'ailleurs, grâce au fait de la ligne à grande vitesse, aujourd'hui, on est concurrent à l'avion, ce qui a permis de faire baisser le trafic de l'avion sur Bordeaux, sur Marseille, sur Lyon, ce qui est plutôt une bonne chose parce que le train, c'est plus écologique que l'avion. Donc c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que vu qu'on demande à la SNCF d'assumer ces 50 milliards de dettes alors que c'est de l'aménagement du territoire, effectivement, la SNCF est prise à la gorge. Donc là, l'État doit reprendre la dette. Et aujourd'hui, l'État ne s'engage pas sur la reprise de la dette. Il dit, on verra en fin de quinquennat sans donner le début du commencement d'un chiffre. Ça, c'est un vrai problème et ça serait une bonne réforme. Clémentine Autain, quelle proposition pour la reprise de la dette, la France Insoumise? Mais pour reprendre la dette, il faut sortir de l'austérité budgétaire dans laquelle est enfermé ce gouvernement. Et là, on a vraiment... Vous faites concrètement 50 milliards, c'est une somme quand même. Hein. Oui, mais vous savez que il y a des milliards qui ne sont pas ponctionnés, par exemple, sur les transactions financières, qu'il y a des milliards qui ont été donnés aux plus fortunés dans ce pays. Donc des milliards, il en existe. La France est là quand même 6e puissance économique mondiale. Donc on a de la ressource, on a vraiment de la ressource. Donc il faut réorienter l'économie et prendre l'argent là où il est improductif. Et aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas du tout l'intention d'inverser cette logique-là. Et il est enfermé dans la règle d'or. Donc il n'y a pas de solution dans ce cadre-là. En revanche, je voudrais revenir sur le fait que vous nous dites aujourd'hui, mais non, il n'y a pas de problème pour la suite. Mais vous savez que cette petite musique, on l'a entendue pour d'autres entreprises. Moi, je voudrais que tout le monde réfléchisse à ce qui s'est passé à la Poste, à ce qui s'est passé à France Télécom, à ce qui est en train de se passer à ADP. Voilà, les aéroports de Paris. On nous avait dit non, c'est juste de l'ouverture, c'est juste pour un petit morceau. Et là, demain matin, Monsieur le maire nous convoque et je pense qu'il va nous annoncer une privatisation d'ADP. Donc peut-être que ce n'est pas votre gouvernement qui mettra le coup de grâce, mais en tout cas, vous enfourchez une logique qui est une logique en effet que nous contestons. Il faut avoir un levier pour mener la transition énergétique et ce levier, c'est justement d'être capable d'investir dans une industrie d'avenir qu'est le rail. Benoît Simian,
que répondez-vous? Alors la réalité, visiblement, on vit pas dans le même monde parce que quand on vous parle de concurrence, quand je vois vos collègues vous avez des œillères et vous faites comme si la concurrence n'était pas là. La réalité, c'est quoi? Dans le ferroviaire, la concurrence, elle est là depuis 2009 pour le voyageur, puisque le cabotage entre deux États membres, et vous le savez, a lieu. Il y a l'entreprise ferroviaire Tello, ça existe. Nous, ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons armer la SNCF pour réussir ce défi de l'ouverture à la concurrence qui arrive pas le mois prochain. La ministre a donné un calendrier, les régions auront des possibilités d'y aller ou de ne pas y aller. La réalité, c'est à force d'être dans le déni, vous allez participer à tuer la SNCF. Et nous, c'est tout le contraire que nous souhaitons. Nous souhaitons mettre le paquet sur les transports du quotidien. Nous souhaitons moderniser cette entreprise, sa gouvernance, pour qu'elle réussisse les défis de demain. Et puis, au niveau européen, il y a la réciprocité. Il y a la réciprocité. La SNCF est ravie d'aller investir, d'aller conquérir les marchés des autres États membres. Donc il y a ce système de réciprocité. C'est la pause journal, 21h28 sur France Info. Rassurez-vous, on aura le temps de parler de tout ça dans la deuxième demi-heure après la météo et le retour de l'info. À tout de suite. France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous, Boris Allier. Après les bombardements et l'utilisation présumée de gaz toxiques en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment même à la demande notamment de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Washington accuse le régime syrien d'avoir mené une attaque chimique à Douma, dans la banlieue de Damas, samedi. Donald Trump promet ainsi des décisions majeures à venir. Le recours à la force n'est pas exclu, selon les États-Unis, qui mettent en cause la Russie et l'Iran. Des spéculations inadmissibles, selon Moscou. Près de 2 ans après l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, l'enquête rebondit. 6 personnes ont été interpellées ce matin. L'enquête doit déterminer leur rôle éventuel dans la mort de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, tués devant leur fils par un homme se réclamant de l'État islamique. Laurent Doulsan. Ces 6 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce matin. On ne sait pas à l'heure qu'il est ce qui leur est précisément reproché dans l'affaire de Magnanville. Il y a 3 hommes et 3 femmes, dont une policière actuellement en fonction dans les Yvelines. Cette major de police est une ancienne déléguée départementale du syndicat Alliance. Elle avait fait l'objet d'une enquête de l'IGPN en 2016, mais rien n'avait été retenu contre elle à l'époque. Elle avait hébergé provisoirement une jeune femme, amie de sa fille. Les 2 jeunes femmes étant soupçonnées de radicalisation, elles font partie, elles aussi, des gardés à vue. Ces investigations visent à comprendre comment le couple de policiers tués à leur domicile de Magnanville en juin 2016 a été choisi par l'assassin, Larossi Abala, lui-même tué par le RAID après son crime. 3 connaissances de cet homme sont déjà mises en examen dans ce dossier. Laurent Doulsan, le réacteur numéro 2 de Fessenheim a redémarré aujourd'hui. Il était à l'arrêt depuis 2016 en raison d'une anomalie. Un redémarrage temporaire puisque les 2 réacteurs de la plus vieille centrale de France doivent fermer à la fin de l'année lorsque le combustible sera chargé dans le nouvel EPR de Flamanville dans la Manche. Près de 1200 personnes dans les rues de Nantes ce soir pour manifester leur soutien aux occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des rassemblements ont lieu également à Paris, Lyon, Rennes ou Marseille pour dénoncer l'évacuation du site qui devait accueillir l'aéroport. 100 000 demandes d'asile enregistrées en France l'année dernière. Cela représente une hausse de 17,5% selon l'Office français de protection des apatrides. L'OFPRA évoque un cap symbolique de franchise sans pour autant parler d'afflux massif. Retour à la normale progressif demain pour la circulation des trains avant une reprise de la grève vendredi. Tous les TGV circuleront. Prévoyez 4 TER sur 5, 3 intercités sur 5. Le projet de réforme de la SNCF, lui, a commencé à être débattu à l'Assemblée nationale. Vous écoutez France Info, on retrouve Jean-François Aquili pour Tout est politique. 21h, 22h, Tout est politique, Jean-François Aquili. La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, avec Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde, ancien cheminot et rapporteur du budget infrastructure et services de transport. Avec vous, Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, et avec Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA. Alors, vous l'avez entendu, l'évacuation de la ZAD est en cours, de Notre-Dame-des-Landes.
Notre-Dame-des-Landes. Elle ne sera pas une balade de santé puisque la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, a déclaré plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et encore, on a fait le plus simple, une intervention qui mobilise 2500 gendarmes pour Sébastien Chenu, député Front National du Nord, qui était ce matin l'invité de Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint sur France Info. Il y aurait des ZAD partout en France. Il y a des ZAD plein le pays. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des ZAD plein le pays. Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de facs, des campements illicites des gens du voyage. On a eu le débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale qui font hurler les maires. Un certain nombre de quartiers dans les banlieues. Le pays est truffé de ZAD. C'est pas des ZAD, oui, tout ça, c'est... Voilà. Ce sont des zones défendues par des voyous, par des gens qui contestent l'autorité républicaine et qui mettent l'État en échec. Donc il y a des ZAD plein le pays. Clémentine Autain, ça vous fait frémir? Oui, évidemment, mais ce qui me fait frémir tout particulièrement aujourd'hui, c'est l'attitude du gouvernement. Parce qu'il se comporte comme si justement les propos de M. Chenu étaient justes. Comme si les personnes qui ont été mobilisées pendant des années pour défendre un projet contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui me paraît être un projet d'utilité publique, de défense de biens communs, eh bien aujourd'hui ils sont traités comme s'ils étaient des délinquants alors qu'ils sont sur ce territoire et qu'il n'y a pas de projet alternatif. Donc on a l'impression d'une épreuve de force qui est d'une violence inouïe et en plus la presse a été chassée aujourd'hui puisque seules les images à un moment donné produites par le ministère pouvaient être diffusées, ce qui a suscité une colère des journalistes incroyable. Alors je voudrais juste dire une chose, c'est que un certain nombre de personnes, je parle là pour le coup sous votre contrôle, monsieur... Le Cerf, Édouard Le Cerf. Ouais, Édouard Le Cerf. Non, mais pour point de vue de l'opinion publique, c'est que je crois sincèrement qu'il y a des personnes dans d'autres pays qui ont pensé que le libéralisme économique de monsieur Macron allait s'accompagner d'un certain rapport aux droits de l'homme, aux droits humains, à la liberté, à la démocratie, tout à fait conforme à ce qu'attend notre République. Et la réalité, qu'on est en train de peut-être de découvrir de façon brutale, c'est que le libéralisme économique partout en Europe s'accompagne d'un contrôle social accru, d'une démocratie qui est sans cesse grignotée, c'est la technocratie, et des libertés sous surveillance qui sont à l'œuvre. Et Emmanuel Macron, sous son dehors tout à fait sympathique, son visage bienveillant et sa modernité en bandoulière, mène une politique d'un autoritarisme... Je respecte les temps de parole, mais enfin... assez effroyable. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est le retour de l'ordre public. Moi, j'étais maire. Donc, quand on parle d'ordre public, les citoyens, les Français, y sont attachés. Et aussi, c'est une question de salubrité publique. Qui peut laisser des zadistes, en l'occurrence, vivre dans ces conditions? On voit, il y a la démolition de baraques, etc. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de zone à défendre. Il n'y a plus de zone à défendre, puisque le projet de Notre-Dame-des-Landes ne verra pas le jour. Et alors quel est l'autre projet qui justifie de mettre les gens dehors? Le Premier ministre Édouard Philippe avait clairement fixé le cap en disant que sur les occupations illégales, il y aurait des évacuations. Ce n'est pas une surprise. Alors, moi, je suis ravi de voir que on va remettre l'état de droit sur cette zone qui en réalité était devenue une zone de non-droit, et je crois en l'autorité républicaine, et il faut sur ce territoire le retour de l'ordre public avec de la fermeté. Et vous avez, monsieur, le même raisonnement pour les étudiants? On va entendre... Et vous avez, monsieur, le même raisonnement pour les étudiants? Les étudiants, quand je vois sur les murs des universités des tags avec « mort aux flics », excusez-moi, vous pouvez pas, en tant que député de la nation, cautionner ce type d'acte. Je vais vous dire, monsieur. En réalité, c'est quoi? Il y a énormément de récupération politique. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention dans vos propos, parce que moi j'en appelle à la responsabilité. Alors du coup, on va entendre mais là, sur le sujet. Non, mais sur le sujet, je veux dire, monsieur. Je suis pas un spécialiste. Fabien Villedieu. Je suis pas un spécialiste. Le regard du syndicaliste. Des zadistes, et je trouve ça. Par contre, je reconnais une chose, c'est que les zadistes, ils sont quand même responsables du fait que, en grande partie, l'aéroport ne sera pas construit. Donc, on leur doit un peu ça. Et si le gouvernement a fait le choix de pas le construire, Autain là-dessus. Un petit peu, même si c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, je suis plutôt syndicaliste machin. Des fois, je trouve ça un peu folklorique. Mais en tout cas, je reconnais que grâce à leur mobilisation, l'aéroport ne sera pas construit. Peut-être qu'on développera le train et le TGV. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Plus de ferroviaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on leur doit à ça. Donc, leur envoyer les blindés aujourd'hui, c'est un peu hard quand même.
Édouard Le Cerf, Clémentine Autain vous a un petit peu adressé tout à l'heure une remarque. Est-ce qu'on a un avis aussi, ce que pensent les Français par rapport à Notre-Dame-des-Landes? Bon, le projet a disparu et est-ce qu'il faut faire table rase? En tout cas, sur Notre-Dame-des-Landes, des sondages avaient été réalisés après la décision du gouvernement, effectivement, de suspendre, que l'aéroport ne se fasse pas. Et encore une fois, l'opinion était plutôt favorable. Mais je pense que l'opinion n'était pas forcément favorable sur le fait d'avoir ou non un aéroport. L'opinion était favorable au fait qu'il y ait une décision qui soit prise. Quelle qu'aurait été cette décision, c'est ce qui a été salué par l'opinion publique, plutôt approuvé par l'opinion publique à ce moment-là. Ma question portait plutôt sur le décrochage d'une partie de la population à l'égard d'Emmanuel Macron quant à son comportement vis-à-vis de la démocratie, des journalistes, des libertés publiques, comme on l'a vu avec les enjeux sur le droit d'asile. C'est ça que vous dites. Ce ne sont pas forcément les éléments qu'ils mettent en avant en priorité pour dire qu'ils sont en retrait aujourd'hui par rapport à Emmanuel Macron, mais lorsqu'ils ont été éventuellement... Je pense en effet que le gros du gros procède des poches qui sont faites à ceux qui auraient besoin de vivre dans la dignité et d'être soutenus effectivement au pouvoir d'achat. Il y a aussi des questions d'incompréhension du mouvement vers lequel on va. On revient à cette explication qu'il va faire au cours de la semaine parce qu'il souhaite effectivement essayer de combler ce vide parce qu'un certain nombre de personnes ont le sentiment que ça va trop vite. Peut-être certains nombres pensent que ça va trop loin, mais il y a aussi une question de quel sens y a-t-il dans tout ce mouvement un peu rapide. Alors, transition toute trouvée, puisqu'on va parler dans un instant de la perception, effectivement, de l'action du président de la République. Mais tout d'abord, petite pause, 21h40, le retour de l'info sur France Info avec Diane Ferchit. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence ce soir après les soupçons d'attaques chimiques menées par le régime syrien. Elles auraient causé la mort de dizaines de personnes dans la ville rebelle de Douma. Un acte barbare selon Donald Trump. Pour la préfète de Loire-Atlantique, les squats constitués de constructions précaires n'ont pas leur place à Notre-Dame-des-Landes. Une dizaine de ces squats ont été démantelés lors de cette première journée d'évacuation. L'opération va encore se poursuivre. Un opposant à l'ex-projet d'aéroport a été placé en garde à vue après avoir lancé un cocktail Molotov sur les forces de l'ordre. Au total, 7 personnes ont été interpellés. Des manifestations de soutien aux zadistes sont en cours à Nantes et à Rennes notamment. Le trafic reprendra progressivement demain matin à la SNCF. Un quart des cheminots ont à nouveau suivi le mouvement ce 4e jour de mobilisation. Ce soir, un TGV sur 5 circule, un Transilien et un TER sur 3 et seulement un Intercité sur 6. Le gouvernement entend mener jusqu'au bout sa réforme de l'entreprise ferroviaire dont le texte est examiné à l'Assemblée nationale. Et puis, soulagement à la Poste, le bug informatique qui a bloqué toutes les opérations au guichet aujourd'hui est résolu. Les 8500 bureaux de poste français ont été paralysés une bonne partie de la journée. La Poste exclut tout acte de malversation ou de piratage. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Et bien voilà, puisque Clémentine Autain a lancé le débat, je vous propose d'écouter Olivier Faure, c'est vous le savez, le tout nouveau premier secrétaire du PS qui a clos hier le congrès du Parti Socialiste à Aubervilliers. Écoutez ce qu'il a dit, en le brocardant évidemment, du président Emmanuel Macron. Nous venons de connaître l'une des périodes les plus éprouvantes de notre histoire récente. Car, quand même, un ministre issu de nos rangs, clamant d'abord sa fidélité à la gauche, puis prétendant n'être ni de droite ni de gauche, avant d'affirmer d'être et de droite et de gauche, et qui mène depuis son élection une politique et de droite et de droite. Alors pour une fois, Clémentine Autain, c'est un discours que vous allez valider de la part de responsables socialistes. Vous êtes d'accord avec lui ? Cette partie de son intervention, oui, je suis d'accord avec cette analyse. En effet, c'est un gouvernement qui me paraît agir selon la tradition bien à droite. Il y a une espèce de convergence des forces de gauche aujourd'hui contre le président de la République ou pas ? Écoutez, pour le Parti Socialiste, je peux pas me prononcer. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont eu à se prononcer au Parlement pour un vote de confiance et qu'une partie a voté pour, une partie a voté contre, une partie s'est abstenue. Donc vous dire exactement où en est le Parti Socialiste, je reconnais que je ne suis vraiment pas la mieux placée. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop où ils globalement à gauche. Pour le reste, pour nous, je peux vous dire que nous sommes clairement dans l'opposition et clairement aussi déterminés à tracer le chemin d'une alternative politique à ce gouvernement qui nous mène dans le mur et qui au fond accélère les recettes qui ont eu lieu dans notre pays et partout en Europe depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Benoît Simion, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se cristallise un petit peu contre vous, notamment à gauche. Il y a les mouvements sociaux, il y a aussi les partis, allez, on va dire à la gauche du PS essentiellement, qui semblent s'organiser, se tourner contre vous.
Moi, je crois Vous le sentez ou pas? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de politiques politiciennes. J'ai une histoire politique de gauche et Emmanuel Macron a réussi à réunir dans sa majorité, des personnalités toutes tendances confondues qui sont au service de l'intérêt général pour remettre notre pays en marche. Aujourd'hui, vous avez de la chance d'arriver à démêler les oppositions parce que moi, j'y comprends plus grand-chose. L'opposition, d'où qu'elle vienne, elle est légitime. Il faut débattre et ce débat, c'est au Parlement, c'est à l'Assemblée nationale qu'il a lieu. Aujourd'hui, nous étions en séance avec Madame Autain sur la réforme ferroviaire. Il y a près de 300 amendements que nous allons examiner dans les jours et dans les nuits qui arrivent. Nous sommes au travail, c'est ça la réalité. Nous n'avons trompé personne lors des campagnes présidentielles et législatives. Il y avait un programme et aujourd'hui, nous sommes dans l'application de ce programme pour les Français qui nous ont donné mandat. Ah oui, peut-être Fabien Villedieu va intervenir. Juste sur ce point, je tiens à dire que dans le programme de Macron, il n'y a rien sur la réforme du ferroviaire. Il n'y a pas une seule ligne là-dessus. Donc, autant on nous a vendu la loi travail, c'était effectivement, je peux vous dire, et je vous invite à regarder le programme de Macron sur la réforme du ferroviaire, il n'y a rien là-dessus, donc il n'a aucune légitimité. Ou non, est-ce que c'était dans le programme? Oui, il s'était expliqué devant donc les spécialistes des transports, c'était TDIE, une association où il y avait la presse, et il avait très clairement exprimé son positionnement pour une réforme ferroviaire sur les transports. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui avait lancé les cars Macron, et ça fonctionne extrêmement bien. On est aujourd'hui ravis d'avoir les cars Macron sur le territoire français. Fabien Villedieu, j'ai une question à vous poser. Régulièrement, des responsables de gauche essaient de se joindre au cortège. Ils se font siffler. Ils ne sont pas les bienvenus. Mais attendez, mais de quoi vous parlez? Oui, non, mais enfin, je veux dire, vous n'êtes pas d'accord, Clémentine Autain? Non, je suis pas d'accord parce que BFM TV est allé dans une manifestation et à un moment donné a pris une image avec une ou deux personnes qui ont en effet eu des mots désagréables vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait une manifestation avec Jean-Luc Mélenchon chez les cheminots. Vous êtes bienvenu. Pendant 2 heures, il a été ovationné et salué. Franchement, je le dis très sincèrement. Donc, ça ne veut pas dire que voilà que je veux dire on est que tout le monde vote pour Jean-Luc Mélenchon parmi les cheminots. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais sortir une image qui est un instant par rapport à des heures où, au contraire, il y a des encouragements mutuels, je trouve en effet qu'il y a là une forme de manipulation et que ce soit repris comme ça. Mais qui d'autre qu'est-ce que c'est ces sifflements? C'est quoi cette histoire? Édouard Le Cerf, est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit aujourd'hui, un renversement d'opinion? Il y a quelque chose qui se cristallise à la gauche de l'échiquier? Il se passe quelque chose, en tout cas il y a une perception des Français qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont interrogés sur le positionnement d'Emmanuel Macron et de sa politique, la voient plus à droite qu'ils ne la voyaient il y a un an. Ça, c'est clair, les enquêtes le montrent. Toutefois, il reste quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il y a une partie, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai, une partie des gens qui se déclarent de gauche à être encore en soutien d'Emmanuel Macron. Ce qui se passe, c'est la question de l'espace politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Parti socialiste, c'était, on va dire, dans l'imaginaire et dans la réalité, le social et le pouvoir. Aujourd'hui, pour les Français, si le Parti socialiste a le social, il se fait déborder sur ce côté-là par la France insoumise, et sur le pouvoir, il est tellement loin qu'ils ont un peu de mal à voir comment est-ce que cette alliance du social et du pouvoir va pouvoir se concrétiser. Et c'est vrai qu'à l'inverse, la France insoumise, dans l'imaginaire et dans la vision qu'en ont les Français, est un peu loin du pouvoir également, en tout cas, n'est pas perçue. Quand le vote utile va jouer contre le Parti socialiste, vous voyez un peu l'histoire est formidable. Vous en appelez, Madame Autain, à la convergence des luttes. Moi, je vois, j'écoute depuis le début de cette émission, et on voit... Vous aimez presque le désordre, j'ai l'impression. Moi, j'en appelle une fois de plus à votre responsabilité. Non, je n'aime pas le désordre que vous êtes en train de mettre dans le pays, monsieur. Je ne vous laisserai pas dire ça. Ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Français qui vont travailler tous les jours et qui se retrouvent en difficulté. Je vais juste vous répondre sur une chose, parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, et je vais vous dire les choses droit dans les yeux. Quand vous me dites tout à l'heure, rendez-vous compte, à Nanterre, il y avait quelques personnes qui ont mis sur les murs « mort aux flics ». Eh bien, cela légitime. Je condamne le fait qu'on écrive des choses pareilles sur les murs, c'est pas ce que nous défendons. Mais est-ce que cela légitime des cartes de CRS qui viennent? Ce soir, il y a un jeune de Nanterre qui est à l'hôpital. Vous trouvez qu'une sottise écrite au mur justifie que 300 jeunes soient sortis, évacués des salles de l'université et qu'on ait un jeune ce soir à l'hôpital? Vous acceptez cela? Vous trouvez ça proportionné? Vous trouvez ça juste? Vous trouvez que le désordre, c'est nous qui le mettons? Le ministre de l'Intérieur est aux responsabilités
il est garant de l'autorité républicaine dans ce pays. Tout à l'heure, sur Notre-Dame-des-Landes, je vois que vous défendiez la position des zadistes. Moi, je le dis, il n'y a plus de zone à défendre. Aujourd'hui, l'état de droit doit revenir sur ce territoire. Et pour y faire quoi, monsieur ? Comment ? Est-ce que vous pouvez nous dire pour y faire quoi ? On les déloge, mais pour y faire quoi ? Alors, j'ai entendu que certains zadistes avaient pour projet d'aller vers de l'agriculture raisonnée. Très bien. Allons faire cela dans le cadre du droit commun, comme le font des milliers de Français. Et soutenons-les. Il y a des dispositifs qui permettent de les soutenir. Ça, c'est ça la réalité. Mettre des gens dehors. Vous ne pouvez pas comme ça agiter les peurs. Et en réalité, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est avoir le troisième tour social. Vous n'avez pas le troisième tour social, Madame Autain. Est-ce que vous en savez ? Écoutez, j'essaie de comprendre Méfiez-vous. L'agitation des peurs que vous mettez sur la table ce soir. Mais c'est pas une peur, ça peut être aussi une solution. Vous savez, la contestation sociale. Et dans l'histoire, heureusement qu'on l'a eu, sinon on n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas eu la Révolution française, on n'aurait pas eu le Front populaire. Donc je vais vous dire, moi je ne redoute pas les mobilisations populaires, elles peuvent être porteuses de progrès et que d'ailleurs vous êtes bien content aujourd'hui de connaître dans notre pays. Fabien Villedieu de Sudrail. On parle de lutte sociale, ça serait le désordre. Bon, à l'époque de Gaulle, il parlait de la chienlit. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que ces luttes sociales, elles nous ont permis, par exemple en 68, d'avoir la plus grande augmentation de salaire de l'histoire de France. Et je peux vous dire qu'il y a plein de salariés qui aimeraient avoir une augmentation de salaire. Donc ceux qui parlent de désordre aujourd'hui sont les mêmes qui, à l'époque, critiquaient les luttes sociales qu'il y avait eu en 68 et qu'il y a eu encore aujourd'hui. Les luttes sociales, ce n'est pas le désordre. Les luttes sociales, c'est les acquis sociaux. Et heureusement qu'il y a des acquis sociaux en France et on aurait besoin de beaucoup de luttes sociales en ce moment. Et d'ailleurs, on a gagné en 68. Une fois de plus, ce gouvernement ne touche pas aux droits acquis puisque vous m'amenez sur ce terrain-là. Nous ne touchons pas aux droits acquis des cheminots. C'est ça la réalité. C'est pas vrai. Toucher aux conquêtes sociales. Ça fait un an que vous n'arrêtez pas de détricoter les droits et protections des Français. Très difficile d'en placer une sur ce plateau. 21h50, hop, je vous coupe le sifflet, pardonnez-moi. On va parler justement de l'état du dialogue social avant de refermer cette émission dans un instant. Dernier rappel de l'info avec vous, 21h50 sur France Info, Diane Ferchit. Le trafic SNCF reviendra progressivement à la normale demain matin. Après ce 4e jour de mobilisation des cheminots, 25% d'entre eux ont fait grève aujourd'hui. Demain, tous les TGV circuleront. Il faudra compter sur 4 Transiliens et TER sur 5 ainsi que 3 Intercités sur 5. Et chez Air France, nouvelle journée de grève demain. La compagnie aérienne prévoit d'assurer 75% de ses vols. C'est la 6e journée d'action à l'appel de l'intersyndicale. Elle réclame une augmentation générale de 6% pour tous les personnels. Plusieurs rassemblements ce soir en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, à Lyon, à Paris, à Rennes ou encore à Nantes, où 1200 personnes se sont réunies devant la préfecture. L'évacuation a débuté ce matin à Notre-Dame-des-Landes. 13 squats ont été démantelés, 10 personnes expulsées. Une opération qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Elle doit se poursuivre dans les prochains jours. Le Premier ministre hongrois, félicité froidement par le président du Conseil européen, Viktor Orban, débute son 3e mandat après la victoire de la droite nationaliste aux élections législatives. L'UE le met en garde ce soir et lui rappelle le nécessaire respect des valeurs européennes. Washington n'exclut pas un recours à la force en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad est soupçonné d'avoir eu recours à des armes chimiques à Douma, faisant plusieurs dizaines de morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Allez, on va parler du dialogue social. Y a-t-il eu un petit couac, problème de fond ou de méthode avec ce dossier SNCF ? C'est du moins ce qu'a suggéré Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, que vous connaissez, qui était invité sur ce plateau ici même. Vous y étiez d'ailleurs, Édouard Le Cerf, c'était jeudi dernier. Un problème de fond. Essayer d'identifier le sens d'une réforme, mais ça c'est pas toujours facile. Puis un problème de méthode qui pour moi est aujourd'hui extrêmement préoccupant. Vous ne verrez jamais un chef d'entreprise, et ils sont parfois vilipendés, mais arriver au début d'une négociation en disant ça et ça, ce n'est pas négociable. Même si ça ne l'est pas à l'arrivée, On commence par dire ce sur quoi on va bouger, ce qui peut être perçu positivement, et puis après on évoque les mauvaises nouvelles. Donc là, c'est des erreurs de casting et de méthode qui sont vraiment assez préoccupants. Benoît Simion, que répondez-vous à Pierre Ferracci ? Je réponds que le dialogue social se poursuit et que oui, tout n'est pas négociable. Comme je l'ai dit, il y a des points comme l'ouverture à la concurrence
ce n'est pas négociable. Et le statut aussi. Le statut, ce n'est pas négociable. En réalité, l'embauche de nouveaux, les nouveaux recrutements au statut, ce n'est pas négociable. Et enfin, le sujet de la dette. Pour la première fois, on a un gouvernement qui veut remettre le modèle ferroviaire à l'équilibre. Donc, pour le remettre à l'équilibre, il faut que ça tourne. Tous les ans, il est générateur de 3 milliards de dettes, dont nous souhaitons remettre tout ça à l'équilibre et que ça tourne. C'est ça la réalité. Oui, mais vous voyez, par exemple, sur l'équilibre, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que regardez les routes. Les camions qui circulent dessus, c'est pas eux qui entretiennent les routes. C'est pas rentable d'entretenir les routes. Donc quand vous entretenez des rails de chemin de fer, il n'y a pas de rentabilité. Donc l'idée d'équilibre... Vous avez raison, c'est le modèle économique de la route. Et sur le modèle économique de la route, le gouvernement vous faites entrer dans une notion de service public le traitera lors de la loi d'orientation des mobilités à l'automne. Il y a actuellement la directive Eurovignette qui est en négociation au Parlement européen, vous le savez, et vous avez raison pour les poids lourds. Et la ministre s'est engagée fermement là-dessus, sur une taxe pour les poids lourds en transit. Sur le rail, Fabien Villedieu, le gouvernement ne négocie rien, il impose tout. Et il faut que je revienne sur l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, on l'a testé. On l'a testé dans le fret, c'est-à-dire les marchandises. Ça a été, la conséquence de ça, c'est que le trafic a été divisé par deux. Trafic divisé par deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y a moins de marchandises en France. Ça veut dire qu'on a transféré des marchandises qui avant étaient transportées par le train au camion. C'est ça la réalité de l'ouverture à la concurrence dans le fret. Et l'ouverture à la concurrence qui est active déjà en France depuis 2010 sur les trains de voyageurs. Laissez-moi finir s'il vous plaît. À aucun moment donné je vous ai coupé. Il y a une seule entreprise qui s'est positionnée, c'est Tello. Et Tello en France c'est 8 trains. C'est un échec l'ouverture à la concurrence dans le fret et dans les trains de voyageurs. Et ça sera un échec l'ouverture à la concurrence comme ça a été un échec en Angleterre. En Angleterre, le train il est plus cher qu'en France, il est moins performant qu'en France et il est plus long qu'en France. J'invite les gens à regarder les trains et je donnerai qu'un seul exemple, l'équivalent du pass Navigo que tout le monde a en France et que tout le monde trouve ça cher à 75 €. Et ben dans certaines zones en Angleterre, vous savez combien c'est 500 € par mois. C'est ça la réalité de l'ouverture à la concurrence en Angleterre. Et c'est ça ce que réserve le gouvernement. Édouard Le Cerf, vu la dureté des positions qui sont tranchées, est-ce que on va vers quelque chose qui pourrait s'assouplir ou se rejoindre à un moment donné, oui ou non? Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui le dialogue, soit il se passe très discrètement derrière des portes, et on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on a l'impression qu'à l'issue de chaque discussion derrière ces portes, pas grand-chose ne sort. Peut-être quelques progrès de ci, de là, en tout cas des éléments. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le discours, il se passe différemment. On prend l'opinion à témoin, et que ce soit en manifestant, d'une part, ou en faisant grève, d'une part, ou d'autre part, en allant dans les médias. On voit bien qu'aujourd'hui, la négociation et le rapport de force, il est là. Il n'est pas tellement dans une négociation où chacun va porter ses arguments. Aujourd'hui, on prend à témoin, on prend en otage, disent certains, on prend un témoin pour d'autres, l'opinion en disant, voilà, c'est comme ça que doit se faire. On est clairement dans le rapport de force, on n'est plus complètement dans la négociation. Est-ce qu'on peut y revenir? Les négociateurs le savent sans doute mieux. Alors, question posée par notre ami Édouard Le Cerf. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Qu'est-ce qui reste à trouver comme porte de sortie? Clémentine Autain commençait là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être position contre position, on n'en sort plus? Ah oui, il y a un bras de fer qui est engagé, ça je vais pas vous dire le contraire. Et donc, ce qui est demandé, et il me paraît assez clair, c'est de sortir de cette logique d'ouverture à la concurrence. Donc, il y a pas c'est pas une histoire d'amendement, c'est le profil même du projet de loi qui est contesté. Donc, je crois que la mobilisation, si elle grandit, peut en effet obtenir le retrait de ce projet de loi. Et à partir de là, on pourra rediscuter de savoir comment on envisage l'avenir du rail. Mais cette idée qu'il va être rentable parce qu'on va ouvrir la concurrence, c'est une idée fausse. Fabien Villedieu, j'entends bien vos éléments de langage, mais c'est une idée fausse. Écoutez, moi j'ai un avis très tranché sur la question, sur l'ouverture à la concurrence, où c'est le projet du gouvernement. Mais à la limite, on s'en fout de mon avis. Ce qui est important, si le gouvernement faisait des avancées, on présente les avancées aux assemblées générales et c'est les cheminots qui décident. Y compris les cheminots peuvent décider, écoutez, Sudrail, vous allez un petit peu trop loin. Donc nous, s'il y a des reculs sur telle question, ça nous va. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'est sur la table. Rien n'est proposé. Pas le début du commencement d'un recul sur une chose. Et aujourd'hui, les gens, ils perdent de l'argent parce que les grévistes perdent de l'argent, parce qu'on est en train de casser notre outil de travail, on est en train de casser la SNCF. Benoît Simian, concluez, parce que c'est... La réalité, c'est que vous avez pu amener des contributions point par point sur le projet de loi qui est proposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu des heures de débat avec la ministre des Transports. Et puis, surtout, avant même que la ministre ait commencé les négociations,
Vous parliez de grève. Allez, on va pas refaire le débat. Ce n'est pas comme ça que l'on travaille. En tout cas, j'invite nos auditeurs s'ils sont solidaires de la grève, à aller dans la cagnotte, parce qu'il y a quand même 500 000 € qui ont été récoltés pour les cheminots en 18 jours. Et ça, c'est un bon gain pour permettre aux grévistes de continuer et merci. donc de nous aider à sauver le rail. Madame Autain. Merci Clémentine Autain. Merci Benoît Simian. Merci Fabien Villedieu. Merci Édouard Le Cerf. À demain, en ce qui me concerne, pour une toute nouvelle édition de Tout est politique sur France Info. Merci.